BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Associé gérant de Vitam MFO. Alors, si vous aimez les abréviations, les cycles ou encore les autres acronymes, eh bien, le patrimoine est assez de nature à vous gâter. En termes de réglementation, on vous a déjà parlé de MiFID 2, on vous a déjà parlé de PRIPS. Eh bien, voici DDA, ou on devrait dire la DDA, c'est ça? La DDA, la directive sur la distribution des assurances. Le troisième volet de la survague ou de la vague, je ne parle pas de tsunami, réglementaire que nous connaissons depuis le début de l'année, puisqu'il s'agit d'une directive qui va viser tous les intermédiaires en assurance et qui va encadrer leurs pratiques. Bon, c'est l'issue de beaucoup de travaux de toute la profession. Énormément, puisque en fait on avait une première directive sur les intermédiaires en assurance qui datait de 2002, 15 ans après, puisqu'elle date de 2016. Cette directive, elle est transposée en droit interne, dans notre droit. Je vous rappelle que les directives ont besoin d'un véhicule législatif pour être transposées dans les différents États, dans les 28 États de l'Union. Eh bien, nous avons une directive, un texte français, une ordonnance, qui transpose à compter du 1er octobre prochain cette directive en droit interne. Son grand principe, c'est quoi? Le grand principe, c'est que l'intermédiaire en assurance doit agir de manière honnête, loyale, non trompeuse vis-à-vis de son client. Et ça, on peut le mettre en face de ce qu'on avait prévu dans MiF 2, où le conseiller doit agir également, lui, de manière honnête, impartiale, et doit délivrer un conseil qui permette au client d'être en accord avec ses intérêts, qui permet à l'intermédiaire, surtout, bien sûr, de défendre les intérêts du client. Donc, a priori, on va dire une même philosophie pour tout le monde. On s'adresse d'abord aux distributeurs, c'est ça? Alors, on s'adresse à tous les distributeurs de produits d'investissement assurantiel. On va rester sur les produits d'investissement assurantiel, contrat d'assurance vie, contrat de capitalisation par exemple. Mais la DDA vise aussi, bien évidemment, tout le domaine de l'IRD. Donc, ça vise tous les produits à partir du moment où la prime est supérieure à 600 € par an. Donc ça vise l'ensemble des distributeurs, qu'ils soient courtiers en assurance, agents généraux, qu'ils soient des pure players web. Et ces personnes vont être assujetties à des nouvelles règles, et notamment deux nouvelles dont on aura l'occasion de reparler, qui reposent sur la gouvernance des produits, et puis qui reposent aussi sur le devoir de conseil et la transparence de la rémunération. Mais notamment en passant par la formation pour être tout le temps au mieux. Effectivement, c'est un des 4 volets. Donc la formation des conseillers. Je rappelle qu'en France, on a, pour être courtier en assurance, prenons cet exemple simple, je rappelle que l'ensemble des intermédiaires en assurance en France, c'est 60 000 personnes. Donc entre les mandataires d'intermédiaires, les intermédiaires, les courtiers, les agents généraux. Donc ça représente une population quand même extrêmement vaste. Population qui n'est mal informée par rapport à la DDA. Donc c'est intéressant qu'on en parle ce matin. Et donc ces gens-là devront tous, à partir de l'année prochaine, alors ça, la DDA est transposée à partir du 1er octobre, mais sur l'obligation de formation 15 heures par an obligatoire, ça s'appliquera à compter du 23 février 2019, donc l'année prochaine. Donc en France, on a déjà une population qui est bien formée, puisqu'il faut au minimum une licence en droit, et puis il faut avoir travaillé 2 ans en tant que cadre dans une compagnie d'assurance, ou chez un assureur, ou chez un courtier, pour pouvoir prétendre à être courtier. Et puis là, la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est 15 heures de formation obligatoire, qui sont des obligations pas seulement réglementaires, qui sont aussi des heures de formation qui peuvent avoir trait aux sous-jacents, aux produits en tant que tels. Afin que finalement les attentes du client soient parfaitement synchronisées avec les caractéristiques du produit qu'on lui propose, en clair? C'est la gouvernance des produits, là. On vient à ce niveau-là. Le concepteur du produit, l'assureur, qui peut avoir aussi un co-concepteur, qui peut être tout courtier en assurance, eh bien, doit définir un marché cible. Et la granularité de ce marché cible sera fonction, bien évidemment, de la complexité du produit. Il doit définir ce marché cible, et puis le distributeur doit vérifier l'adéquation du produit avec le marché cible que lui-même a défini. Est-ce que le produit que le producteur lance correspond aux besoins de mes clients? Et l'intérêt du client doit primer. Et non seulement on doit le vérifier à cet instant T, mais aussi dans la durée de vie du produit et dans la durée de détention du produit d'investissement par le particulier. Ça veut dire clairement que le conseil doit être particulièrement bien senti et surtout suivi dans la durée, afin que
Tel produit qu'on vend à Monsieur X ou Madame Y, 10 ans après, il soit toujours optimal. Il faut surveiller le produit, réviser la politique de surveillance et puis, le cas échéant, adapter le produit aux besoins de la clientèle qui a été définie. Je rappelle, pour un produit d'investissement assurantiel, il faut définir l'horizon de placement, le facteur de risque, l'appétence au risque, bien évidemment, du particulier, mais aussi, bien évidemment, des besoins qui peuvent évoluer en cours de vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut surveiller quotidiennement, pas quotidiennement, mais régulièrement, si le produit que l'on a proposé... Parce que le besoin ou l'ensemble de ce qu'on a mis dans son contrat d'assurance vie n'est pas forcément la même chose à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Bien sûr, c'est pour ces raisons-là. Et puis aussi, c'est pour des raisons qui peuvent être liées à un marché, donc qui peut évoluer. Ça veut dire multiplier les questionnaires auprès du client pour voir si ses besoins sont en train, eux, d'évoluer. Bien sûr, il va falloir définir une gouvernance de ces produits en interne, donc avec un référent donc, au sein du courtier en assurance, qui doit avoir une personne qui doit vérifier si, pour l'ensemble de la population donnée, le produit qu'on a proposé à un instant T correspond toujours aux besoins de la personne que nous devons rencontrer aussi de manière régulière. Ce cadre DDA, il va créer donc cette formation, cette gouvernance produit, ce conseil, ça va générer des frais, il va falloir les surveiller. Alors, aussi. Ça va générer des frais, juste une chose quand même, avant qu'on parle des frais, en France on a quand même une singularité, qui c'est une construction jurisprudentielle depuis les années 60, il n'y a pas, et qui est la politique de la CPR, le régulateur de tout ce qui est produit d'investissement assurantiel, il n'y a pas de vente de produits d'investissement assurantiel sans passer par le conseil. Et là, la nouveauté aussi de la DDA, il est d'imposer un conseil. Soit on fait un conseil à 3 niveaux. Soit on fait un conseil de base, est-ce que ce produit correspond aux besoins de mon client, et là, on n'est pas obligé d'avoir une recommandation personnalisée. On peut aussi définir un échantillon de produits qui peut correspondre aux besoins spécifiques de ce client, et de manière optionnelle, j'allais dire, le courtier peut dire, moi, je vais analyser un échantillon suffisamment large qui va me permettre d'avoir cette recommandation personnalisée. C'est le conseil de niveau 2. Et puis la CPR, le régulateur, a créé, parce qu'on a la faculté, bien sûr, d'adapter les directives en droit interne, a créé un niveau 3, qui est là un conseil que je qualifierais quasiment d'impartial et qui sera très difficile de définir. C'est que là, du coup, on a défini un échantillon suffisamment large de produits, d'assureurs, pour pouvoir permettre de délivrer le meilleur conseil au client final. Et ça sera très difficile à définir et à obtenir. Bon, un mot rapide des frais quand même pour terminer. Les frais, transparence sur les frais. Je rappelle que sur ce sujet, avant la conclusion du contrat, on doit définir quels sont les frais qui sont attachés au produit. Là, on a le fameux kit de documents d'information clé qui est défini dans PRIPS, qu'on doit remettre depuis le 1er janvier. Mais on doit aussi, au fil du temps, définir quel est le prix du produit, qui peut évoluer bien évidemment en fonction du stock qui peut être logé au sein de ce véhicule, et puis d'avoir une transparence, c'est-à-dire de divulguer cette information aux clients de manière régulière afin qu'ils soient informés des tarifs, du coût de l'ensemble du produit. Donc on souhaite bon courage aux divers intermédiaires. C'est un boulot. C'est bon courage à tout le monde, parce que la volonté principale et première, c'est bien évidemment de protéger l'épargnant. Mais c'est quand même aussi une avalanche de normes, d'abréviations, je le disais. C'est un corpus réglementaire à définir en interne qui est extrêmement lourd. Il va falloir s'adapter à tous ces outils. Je rappelle que plus d'un tiers des courtiers en France ne sont pas prêts à la DDA, et ça s'applique dans 20 jours. Donc il va faire attention. Juste une chose, en France, on a quand même un régulateur qui est un superviseur, la CPR, mais on a aussi l'ORIAS, qui est le registre unique des intermédiaires en assurance, qui est là aussi pour vérifier l'honorabilité et les compétences professionnelles des courtiers en assurance. Et donc, on peut faire confiance à cette singularité française qui repose sur l'ORIAS. Merci beaucoup pour cet éclairage de ce sujet réglementaire et compliqué. Benoît Lombard pour Vitam.